Bonjour à tous, troisième journée, on va s'attaquer au gros morceau qui est la préparation du contrôleur de vol, le logiciel. On va installer à INAV et puis il faudra qu'on finisse de souder le moteur que j'ai reçu hier. Concernant les moteurs, je voulais faire une petite aparté avant, expliquer le choix du moteur. Donc là, je vais commencer par lui installer un IMAX RS 1606 qui est un tout petit moteur qui fait 16 grammes, je crois, 15-16 grammes, qui a un KV de 3300 kV, c'est-à-dire qu'il tourne de 3300 tours minute par volt. Alors sur ce choix de moteur, si on fait le calcul, il y a un KV 3300 qu'on va alimenter en 14 volts, 4 cellules de 3,5 à peu près. Ça va nous donner 46 200 tours par minute, qu'on va diviser par 60 pour avoir des tours par seconde. Donc ça fait 770 tours par seconde. Ensuite, on va lui mettre, si on lui met une hélice, supposons qu'on lui met une hélice de 5 pouces, donc pour chacun de ces tours, il va avancer de 5 pouces fois 0,254 qui est le nombre de pouces par mètre, 25,4 mm. Et ça nous donne une vitesse théorique en bout d'hélice de 97 mètres par seconde. On va multiplier par 3,6 pour avoir des km/h. On obtient en gros 350 km/h. C'est la vitesse théorique si le moteur arrive à tourner à sa vitesse maximale nominale. Et si l'hélice ne patine pas, c'est un calcul entièrement théorique, ça ne peut pas arriver dans la réalité évidemment. Le Dart il ne va pas aller à 350, le moteur ne sera pas capable d'atteindre ces vitesses. Dans la pratique, c'est un avion qui va aller entre 120 et 150 km/h probablement. Si on faisait le même calcul avec le RS-22.6 que j'ai sur la Air Mini, on va le faire déjà. C'est un moteur qui fait 2300 kV qu'on alimente en 14 volts. Ça donne le nombre de tours par seconde. On lui met aussi une hélice de 5 pouces. Et là on obtient une valeur plus faible qui est de 245 km/h théorique. Sachant que l'avion il peut aller à peu près à presque 170. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce moteur-là, il va avoir beaucoup de mal à faire tourner. Quand on a un écart comme ça de patinage, ce moteur-là, il va avoir le plus grand mal du monde à faire tourner une hélice comme ça. C'est beaucoup trop. Ce qui sera adapté, il faudrait une hélice, en fait, une 4 pouces, comme celle-ci, une bipale, parce que les tripales n'amènent pas grand-chose sur les avions, à part pas faire forcer le moteur, ça va pas vraiment plus vite, c'est pas très efficace. En plus, elles ont tendance à gêner à l'atterrissage, elles s'accrochent. Mais donc il faudrait une bipale en 4 pouces, là j'ai que des 5 pouces pour l'instant, ou alors il faudrait mettre une toute petite 4 pouces comme ça. Ça ce serait un choix d'hélice qui serait cohérent par rapport au moteur, mais on perdrait la capacité d'accélération et la capacité de vitesse de pointe. C'est une hélice qui va tourner un peu dans le vide, et c'est un moteur donc qu'on va alimenter à 14 volts et qui peut pomper plus de 20 ampères. Ça fait déjà 280, presque 300 watts. Un moteur comme ça, il ne passera pas 300 watts en continu. Il va être capable de, c'est des moteurs qui sont faits pour les quads, il va être capable de le faire en pointe. Il décroche à l'emplanture d'abord, ce qui fait que quand l'avion passe en phase de décrochage, les ailerons qui sont à l'extérieur continuent à avoir, on continue à avoir le contrôle de l'avion alors qu'on est déjà en décrochage. Donc c'est des avions qui décrochent quand l'angle d'attaque est trop fort, qu'ils n'arrivent plus à voler tout simplement, qui décrochent à plat. Alors qu'une aile volante, diète classique delta, elle va plonger sur le côté parce qu'elle va perdre la portance en bout d'aileron d'un côté ou de l'autre. Il y a toujours une dissymétrie, elle va tomber d'un côté, elle va partir en vrille. Alors que ceux-là, c'est des avions qui décrochent comme ça et c'est très sécurisant. On peut voler à basse vitesse sans prendre trop de risques. Et enfin, une dernière raison de mettre ce moteur, c'est qu'il a des trous qui sont en 12-12 mm qui correspondent au support moteur qui ira avec, qui est très bien fait, alors que les plus gros moteurs, ils sont en 16-16. External bind, external bind, external bind, external bind, external bind, external bind. Telemetry lost. Et on n'oublie pas de régler le fail-safe sur nos pulses. Pour ça, il faut arrêter la radio. Puis une fois après, on va flash iNav. J'ai chargé un firmware sur lequel je suis en train de travailler, qui contient des modifs sur le SD, mais bon, il faudrait charger. En temps normal, il faudrait la choisir ici. On choisit la bonne carte. On
Maintenant sur la version 2.3 on peut choisir un des configurations. On va mettre avion, ça la fait redémarrer. Ensuite l'avion à l'envers, il n'y a pas besoin d'être super précis, hein, il suffit d'être à peu près au bon endroit. Alors après on va charger le mixeur. Avion, une aile volante, c'est ça par défaut. On n'a pas de poussée différentielle parce qu'on n'a qu'un seul moteur. Charger on applique. Les presets, on va en charger un. On peut charger celui-ci. De toute façon on va les reprendre après. Après on va s'attaquer au port. Alors il faut aller jeter un œil à la doc de la carte que j'ai préparée à l'avance. Et on voit qu'on a, on a mis le GPS sur l'UART 1. Le récepteur il est sur l'UART 2. Sur le Soft Serial 1, moi j'ai mis le Smart Port. Non, je l'ai mis sur le 2, pardon. Le Smart Port, je l'ai mis sur le 2. On va bien voir si ça marche. Donc sur l'UART 1, on a le GPS. La vitesse elle est à 115. Le 57 sur la capture d'écran, c'est pas correct. Et enfin sur la sortie série, donc le RX2. Alors le Smart Port, on va vérifier ça. On raconte, on voit qu'ici leur récepteur, c'est ça, ils le mettent sur TX2. Donc c'est l'UART numéro 2, donc c'est tout bon, sauvegarder. Là si on va dans le setup, on devrait déjà avoir un avion qui bouge dans le bon sens. On lève le nez, on pique, droite, gauche. Alors la configuration, on va autoriser les mises en marche des servos, 750 pour un avion. Le moteur stop il est activé, tout ça par défaut normalement c'est renseigné, il n'y a pas de magnétomètre, il y a le barreau il est intégré, le tube de pitot il n'y en a pas. La carte est alignée dans le bon sens donc on n'a pas besoin de la tourner. Le récepteur est déjà réglé sur S-Bus, on a un GPS donc on va l'activer. On a besoin des ports série, la télémétrie. Le RSSI on va le récupérer sur le canal 16 du récepteur R9 donc on n'en a pas besoin. Il ne va pas avoir de LED. Ces cartes là n'ont pas de black box, ça on n'en a pas besoin non plus. On veut l'OSD, l'air mode on va le laisser activer, ça ne change pas grand chose. Ça je l'enlève, j'aime pas, j'ai qu'un seul profil. Après on va sauter à l'onglet GPS. Là si ça s'affiche pas c'est normal parce que là il n'est pas alimenté, donc on va mettre. On a le cerveau qui était embuté. On va laisser détacher pour l'instant. Ah, il faut qu'on enlève le MSP, c'est peut-être pour ça que ça colle pas. Il faut remettre GPS ici. Il faut que le port soit actif et validé en fait avant qu'on puisse cocher l'option ici. Et on voit que dans les salles éclairées en bleu, on a bien le barreau de GPS. On voit bien qu'il échange des messages là à 5 Hz. L'onglet Failsafe, on a un GPS, on veut qu'il rentre à la maison, RTH. Ici, il faut mettre beaucoup plus les angles maximum, sinon on ne pourra pas tourner en mode angle. Et puis tous les fils dessous, on va les laisser comme ça, on n'en a pas besoin sur les avions, on n'a pas les mêmes problèmes de vibration que sur les quads. De bonnes valeurs. Après, de toute façon, je vais affiner tout depuis, je vais reprendre les paramètres depuis mon Air Mini, ce sera plus simple. Ces valeurs-là, pareil, je vais les régler depuis en ligne de commande, ça ira plus vite. Après, dans l'onglet récepteur, eh ben, on va mettre ça en marche. Là on voit qu'on a nos canaux qui bougent. Le roll, le pitch, le yaw qui fait rien mais on en a besoin pour les menus, les gaz. Ça c'est le premier canal, alors ça va faire le premier, le deuxième, le quatrième, le troisième. On va voir celui-là, j'ai celui-ci, on peut mettre 20%. En manuel il vaut mieux en avoir moins aussi mais on va garder quand même une certaine quantité. Le canal du RSSI va arriver par le récepteur sur le canal 16. On regarde. Ensuite on a tous les modes à régler. Alors comme je ne vais pas tous les refaire, je vais les prendre sur mon Air Wing. Ici il suffit de copier la section aux, auxiliaire,
sur lesquelles les valeurs ne sont pas celles par défaut 900. Donc je prends ces valeurs, copier. On va aller dans la clé. On les colle. Sauvegarde. Après, si on revient ici, on a tous nos modes. Alors j'ai mon canal d'armement sur ce switch là, tout à droite. Comme ça, quand je décolle, je touche plus à ce qui est à droite. J'ai les modes, donc j'ai angle à gauche. Angle, le deuxième c'est accro et le troisième c'est... Je le retrouve. Troisième c'est manuel ici. Donc ça fait angle, accro, manuel. Ensuite dans les inter, j'ai l'internavigation, donc là ça fait rien du tout. Ici ça maintient la position, ici ça fait le RTH. Rien du tout, maintien de position RTH. J'ai ce bouton qui me sert à déclencher les missions, les waypoints. J'ai le reset du home sur le bouton au milieu, qui ne sert pas souvent. Manuel, j'ai le beeper sur ce bouton là, d'ailleurs on a oublié de souder le buzzer. Ensuite l'OSD. Première chose à faire, on va aller dans le Font Manager. Alors on choisit une des polices. Moi je vais en ouvrir une qui est custom, que j'ai préparée aussi à l'avance. On la charge dans la puce Graphics, le Max 7456. Et alors là, la police vient d'être chargée dans la puce graphique, mais on l'a toujours pas ici. Donc si on veut l'avoir ici, il faut revenir ici, rouvrir le fichier de fonte, faire ouvrir, et c'est tout. Il ne faut pas faire upload, on l'a déjà mis en mémoire, on ne va pas le faire une deuxième fois. Donc voilà, là on a changé la police de caractère. Alors pareil, je ne vais pas refaire tout mon arrangement, j'ai l'habitude d'avoir toujours la même organisation. Donc ce que je vais faire toujours dans mon fichier sur mon autre avion, je vais copier-coller la section OSD Layout 0. Tout ce qui commence par OSD Layout 0. Hop, je vais le copier. Je vais le coller dans la clé. J'ai beaucoup de place au milieu parce que j'ai le HUD qui affiche en 3D pour tous mes tests, pour toutes mes versions de code. Les messages tout en bas, pareil pour pas que ça gêne, le RSSI, tension batterie, ampérage, ampérage total, l'ampérage au kilomètre, le nombre total de kilomètres parcourus, la vitesse GPS 3D, les gaz, le timer, l'altitude par rapport au point de départ, l'altitude absolue, la distance par rapport au point de départ, la variation d'altitude et l'angle en pitch, le compas, la direction, le nombre de satellites, le mode, et ça c'est les coordonnées GPS en mode plus code. L'étape suivante, ça va être les cerveaux, et comme c'est une phase où j'ai l'impression que les questions reviennent souvent, je vais bien la détailler. Donc là il faut être sûr déjà de ne pas être en mode angle, parce qu'en mode angle il y a une stabilisation, donc il faut se mettre soit en mode accro, soit en mode manuel, le mieux c'est en manuel. Ça met les cerveaux à 0. Là on va brancher les palonniers à peu près, on va pas être super précis. Et après on va vérifier que ça bouge dans le bon sens. Donc là c'est pas le cas. Là quand on tire, il y en a un qui monte, un qui descend, alors que les deux devraient monter. Donc on voit que celui de gauche est à l'envers. Là les deux devraient être vers faire descendre l'avion. Donc celui de gauche il faut bien mélanger. Donc le gauche c'est le cerveau numéro 3. Enfin le premier cerveau, mais c'est la voie numéro 3. Puisque les 1 et 2 c'est les moteurs. Donc là on va dans les sorties et on va inverser le cerveau 3 qui est le premier des deux. On va laisser les milieux comme ça, on sauvegarde. Et là maintenant on peut voir que ça va dans le bon sens. Aileron à droite, aileron à gauche, descendre, monter. Et ben celui-ci c'est mon jour de chance, il est aussi pas mal. Le palonnier un petit peu en avant, mais on peut pas avoir, comme il y a d'écran, on peut pas tomber pile. Donc perpendiculaire c'est bien, et sur les ailes toujours il faut avoir un petit peu de réflexe, c'est à dire que l'aileron doit être toujours un petit peu cabré en vol normal. Là c'est pas mal, là, on voit qu'il y a 2-3 mm ici, sur l'autre aussi. Donc si on n'avait pas eu les bonnes positions des ailerons au neutre,
évidemment on change la longueur du palonnier et puis éventuellement le cran. Là, il faut essayer vraiment d'avoir la perpendicularirité par rapport à l'aile, qu'on n'ait pas plus de débattement dans un sens que dans l'autre, mais là c'est pas mal. Je vais mettre les vis tout de suite parce que ça c'est le genre de truc typique où on oublie de les mettre avant de faire le vol. Ça marche un vol, deux vols, trois vols et puis après le palonnier finit par sauter du cerveau et l'avion va par terre. Voilà, les cerveaux sont scotchés double face d'un côté, scotch de l'autre, ça suffit largement, il y a très peu d'efforts dans ce sens là, les gouvernes sont toutes petites. Je ne vais pas non plus renforcer ici parce que là l'aileron est bien fait, il est pris dans une petite tige de carbone, donc ça ne bougera pas, il n'y a pas de problème.